parler aujourd'hui de l'aventureuse équipée de Marie-Caroline, duchesse de Berry. C'est une histoire évidemment extrêmement romanesque. Pendant les dernières années de la Restauration, naturellement, le duc et la duchesse de Berry sont reçus partout avec grand succès. Elle-même sera très populaire parce qu'elle est très jolie, et elle est très gaie, elle est amusante. Et puis elle a une fille en particulier, et on se réjouit d'abord de sa fille. Vous voyez par exemple, voilà, le bulletin de santé, c'est signé des médecins, il vient d'avoir une fille. Mais c'est pas intéressant seulement d'avoir une fille, il faut avoir un garçon pour que le règne continue. Mais comment possédez-vous ce document? Nous étions à ce moment-là très près de la famille royale. Vous voyez, voilà encore une invitation. C'est le comte de la Ferronnays qui a l'honneur de prier monsieur le vicomte et la vicomtesse de Vimes. Il était chargé par monsieur le duc de Monseigneur de Berry de l'inviter à passer la soirée. Donc, le duc de Berry, la duchesse de Berry, nous recevaient à ce moment-là, très aimablement, dans leur intimité. Puis arrive un moment tragique. Il y a eu un bal masqué où mon ancêtre avait reçu d'ailleurs l'invitation. Et il n'y est pas allé. C'est dommage, c'était un bal masqué où se trouvait le duc de Berry. Puis il s'est excusé, il a dit « Ah, mais il faut que j'aille aussi à l'opéra ». En descendant les marches de l'opéra, un nommé Louvel, qui était un fanatique, et qui détestait la royauté, s'est dit le seul moyen d'empêcher que la royauté continue, hein, c'est de tuer l'héritier du trône. Il s'est jeté sur lui, il a flanqué un grand coup de poignard, et le duc de Berry est mort, agonisé dans une loge. Tout ça, ça paraît catastrophique. Catastrophique jusqu'à un moment assez étrange, c'est que la duchesse de Berry était enceinte et que, brusquement, on annonce la naissance d'un héritier qu'on va appeler le duc de Bordeaux. Il sera en même temps comte de Chambord. On pourrait croire que tout va aller très bien. La duchesse de Berry vient même en Loire-Atlantique, où elle est reçue avec enthousiasme, en particulier sur l'Erdre. En effet, quelque temps après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Charles X est obligé de fuir. Il est remplacé par le roi Louis-Philippe, le fils de Philippe Égalité, qui avait voté la mort de Louis XVI. Et en somme, c'est le régime de Louis-Philippe. La monarchie dite de droit divin a disparu. Et puis, sa belle-fille, donc la jeune duchesse de Berry, qui est jeune, qui est vivante, qui est énergique, et qui vient d'avoir un fils, dit, mais le véritable héritier du trône, c'est mon fils. Hein, c'est mon fils. Eh bien, il faut reconquérir la France. Un beau matin, elle a débarqué secrètement, naturellement, à Marseille. L'avocat Berruyer, hein, qui était très royaliste pourtant, et d'autres lui ont dit, madame, ce que vous faites, c'est très dangereux. Hein. La France est en fait en paix. Hein. C'est pas comme au temps de la guerre de Vendée, où il y avait des persécutions atroces contre les prêtres, contre les... Hein. C'est pas la révolution, le pays est en paix. Hein. Donc vous n'avez aucune chance. D'autres, au contraire, lui disent, mais pas du tout, vous allez voir, toutes les garnisons vont se soulever quand on va apprendre que vous êtes là. Alors, secrètement, elle va arriver en Vendée. À ce moment-là, eh bien, on continue à lui dire, c'est faux, c'est raté. Hein. Les garnisons en Bretagne ne marchent pas du tout, elles sont pour Louis-Philippe. Donc, elle va tenter quand même, elle va dire, si les cloches des églises se mettent à sonner pour annoncer la prise du combat des royalistes contre le régime de Louis-Philippe, on va voir toute la population se soulever. Et c'est un de mes arrière-grands-pères, le marquis de la Roche-Saint-André, qui l'a caché un moment dans une ferme de sa propriété de la Garde, qui s'appelait Les Méliers, sur la paroisse de Roche-Servière. Et là, elle est allée dans une prairie qui appartient toujours à mon frère, la prairie de la Garde. Et là, elle a rencontré un certain nombre de fidèles, en particulier le marquis de Goulaine, qui avait sa propriété à côté, ses fidèles, la Robry, Tinguy, etc. Et presque tous lui ont dit, mais madame, ce que vous faites, c'est très dangereux. En particulier, M. de Goulaine lui avait dit, mais vous vous rendez compte, nous sommes en plein mois de juin, les paysans sont à leur récolte, hein, ils n'ont pas d'ennui en ce moment, hein, il n'y a aucun ennui. Pourquoi faites-vous ce soulèvement, hein? On m'a appelé ici, je ne suis pas là pour rien, n'est-ce pas, hein?
votre véritable roi, c'est mon fils. Hein. Donc, vous devez combattre. Elle avait lu 3 de romans de Walter Scott. Si bien qu'en fait, ils se trouvaient devant des troupes de ligne, alors qu'eux, c'était des amateurs, ils étaient tous armés n'importe comment. Un jour, on lui a dit, faut quitter la propriété d'Émilier. Hein, et elle n'a pas eu le temps de dire bonsoir à mon arrière-grand-père. Malheureusement, elle a voulu le faire, elle l'a fait, mais comme il y avait le danger de la police de Louis-Philippe, elle l'a fait sur une lettre à l'encre sympathique. On entend le tocsin, ce qu'elle avait demandé. Des parois se soulèvent et naturellement ça mène à des combats complètement inutiles, hein, puisque en fait ils se font décimer, ils se font tuer. Alors naturellement elle apprend tout le temps que c'est des défaites, que ça ne marche pas. Hein. Si bien que ensuite c'est à ce moment-là que son histoire devient complètement romanesque. C'est que d'abord elle s'habille en garçon, elle s'habille en homme, on l'appelle Petit Pierre. On lui dit le meilleur moyen de vous cacher, on vous a une cachette très sûre à Nantes. On a la possibilité de vous mettre d'abord une chambre au 3e étage, et puis derrière la cheminée, on ôte la chose de la cheminée, on ôte la plaque de la cheminée, et nous avons une petite cachette où vous pouvez vous cacher si vous y étiez découverte. Et Louis-Philippe est ennuyé. En même temps, c'est sa nièce quand même. Hein, il est de la famille royale. Alors, il dit qu'il faut la retrouver, il faut être poli avec elle si on la trouve, mais il faut la trouver absolument, hein, parce que les Vendéens vont peut-être encore se soulever. C'est à ce moment-là qu'a nommé Deutz, qui était un juif allemand, et qui avait besoin d'argent, et qui était une figure de traître assez réussie d'ailleurs, écrit au comte de Montalivet, qui était ministre, il lui écrit « Moi, je peux vous retrouver la duchesse de Berry, mais je demande 500 000 francs. » Montalivet, qui était tout de même un gentilhomme assez chic, il dit « Je réponds pas. » Par contre, il le dit au ministre, qui était M. Thiers, qui était le premier ministre de Louis-Philippe. Ah, Louis-Philippe dit « Thiers dit ça, c'est intéressant. » Il fait venir Deutz et il lui dit « Qu'est-ce que vous avez à me raconter ?» L'autre lui dit bah, « C'est facile, je me fais passer, moi, pour un agent royaliste qui vient la voir, et vous allez voir que je vais la trouver. » Il savait que dans une maison qui était la Visitation, une maison religieuse, où il y avait la mère supérieure de cette maison qui était Madame de la Ferronnays. Et il savait que ces gens étaient très très royalistes, très légitimistes, qu'ils étaient tout à fait pour la duchesse de Berry. Donc il s'est dit, forcément, hein, ils savent où elle est cachée. Alors il allait tous les jours, pieusement, à la messe de la Visitation, il communiait, il prenait un air tout à fait digne, et puis il a fait connaissance des gens qui étaient là, et puis il leur a dit, vous savez, moi je suis un agent de la duchesse de Berry, alors j'ai des nouvelles très importantes à lui transmettre. On lui a dit, bon, elle est rue Haute du Château, au numéro 3, et là vous la trouverez. Alors, il est arrivé, et il lui a dit, madame, je viens vous apporter des nouvelles de vos fidèles. Tout. Alors, la duchesse a hésité un peu. Elle lui a dit, est-ce que vous ne me trahiriez pas, monsieur Deutz? Il a dit, oh, non, non, madame. Il avait beaucoup de sang-froid. Hein. Un jour, tout le quartier s'est trouvé entouré de policiers, et puis le commissaire Joly, avec quelques gendarmes, est arrivé chez Mademoiselle de Guigny. Elles ont eu le temps, Marie-Caroline, Mademoiselle de Kersabiec et Monsieur de Bénard, toc, de rentrer dans la cheminée, d'ouvrir la plaque de la cheminée et de se cacher derrière la cheminée. Ah, ils sont arrivés, ils n'ont rien trouvé du tout. Le commissaire de police a dit « Ah, il est allé dans la salle à manger. » Et là, il a vu qu'il y avait 6 ou 7 couverts qui étaient mis. Comme cette Mademoiselle de Guigny n'était que 2, il dit « Ah, ça. » C'est peut-être qu'elle était là, mais qu'elle est allée en ville, qu'elle s'est cachée, qu'elle se balade, puis elle va revenir. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention. Hein? Et alors, il a dit, je laisse des gendarmes dans la maison. Et puis, le soir arrive, la nuit arrive, les gendarmes disent, c'était là, ils s'embêtaient. Et puis, tout d'un coup, il y en a un qui dit, mais je
Vous trouvez pas qu'il fait froid, hein? Ouais. Ah ben il fait froid, mais on va allumer du feu. C'est bien que la malheureuse Marie-Caroline, qui était dans sa robe de mousseline, là, dans sa robe, parce qu'elle avait repris une robe, ça a commencé à chauffer et à roussir. Et puis, elle s'est aperçue qu'ils allaient griller tous les trois. Alors elle a été obligée de frapper en disant « Nous sommes là, on se rend ». Ce n'était pas d'une élégance extrême pour son Altesse royale, la duchesse de Berry, d'arriver à quatre pattes dans la chambre. Les gendarmes ont été d'ailleurs très corrects. Ils sont mis au garde-à-vous, ils ont fait le salut militaire. C'était quand même une grande dame, n'est-ce pas? Et puis 2 jours après, elle a été conduite, on l'a conduite sur un brick de guerre qui était dans le port de Nantes, et ce brick l'a conduit par mer au château de Blaye, où elle a été emprisonnée. Tout le monde était indigné, jusqu'au moment où tout de même, on s'est aperçu qu'au cours de son voyage, elle était tombée enceinte. À ce moment-là, d'ailleurs, Louis-Philippe est ravi. Louis-Philippe dit qu'on la libère, qu'elle rentre chez elle, qu'elle rentre chez son père, qu'elle rentre à Naples, où elle ne représente plus aucun danger, puisqu'elle est enceinte. Donc elle a pu repartir. Et alors, pour arranger les choses, on lui a fait épouser un Italien qui s'appelait le comte Cecchi, hein, et on a prétendu, moi ce que je ne crois absolument pas, certains auteurs qui aiment beaucoup la duchesse de Berry le disent, mais pas du tout. Avant son départ vers la France, elle était déjà fiancée au comte Cecchi, et c'est un enfant de lui. Monsieur Cecchi a accepté la fille. En réalité, il a accepté simplement pour l'honneur de la famille de Bourbon d'avaler l'histoire, de faire comme si il était marié. Et le vieux Charles X, d'ailleurs, a été furieux, hein, de ce qui était arrivé à sa belle-fille, en disant non, le jeune duc de Bordeaux sera élevé par la duchesse d'Angoulême, il ne sera pas élevé par sa mère.